Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation au colloque de rentrée que j'aime beaucoup chaque année. Dans le monde actuel, le cerveau humain semble attaqué, menacé par des avancées certes très impressionnantes de l'intelligence artificielle. Je voudrais continuer de propager mon extraordinaire amour pour cet organe que vous avez tous, j'espère, amené avec vous aujourd'hui, et qui fait seulement 1,5 kg de matière grise, et qui, je vais essayer de vous le montrer, n'est pas encore complètement dépassé. Pas totalement. Je voudrais, dans cet exposé, donc à la fois vous rappeler quels aspects de l'intelligence artificielle, certains aspects de l'intelligence artificielle ont été inspirés par le cerveau humain, et ensuite comment il s'en écarte encore. Qu'est-ce qui reste finalement de particulier dans notre cerveau et qui, pour l'instant, n'est pas bien imité par l'intelligence artificielle. Mes diapositives seront en anglais pour permettre au maximum de gens de pouvoir suivre, mais je parlerai en français, bien sûr. Alors, j'essaierai de vous expliquer que les réseaux de neurones artificiels sont inspirés de l'idée que des changements synaptiques permettent l'apprentissage et sont assez bons actuellement pour modéliser les toutes premières étapes de la vision, y compris la lecture dans notre laboratoire, et certains aspects du traitement du langage. Mais j'essaierai de vous expliquer aussi que le cerveau humain conserve la dragée haute sur l'apprentissage en un tout petit nombre d'exemples, à partir de très peu de données, la représentation compacte et abstraite, symbolique des connaissances. Et je vous montrerai à la fin à quel point l'IA est actuellement fragile sur des domaines auxquels on pourrait penser que les choses sont déjà résolues. Alors, qu'est-ce que la plasticité cérébrale? L'IA est directement inspirée de plusieurs idées issues des neurosciences. La première, c'est que les calculs dans le cerveau ne sont pas faits par une unité centrale, mais par de très nombreux processeurs distribués, les neurones. Nous en avons un nombre considérable, probablement 86 milliards dans le cerveau humain. Et ces neurones sont connectés entre eux par des synapses, environ 10 000 pour les neurones pyramidaux du cortex, pour chaque neurone. Donc un nombre très considérable d'unités de calcul qui sont distribuées et permettent d'apprendre. L'idée essentielle issue des neurosciences, c'est qu'en changeant les poids synaptiques qui permettent de transmettre l'information d'un neurone à un autre, on peut conduire à des formes d'apprentissage. Les synapses se modifient, sont augmentées ou au contraire sont supprimées, en particulier au cours du développement, en fonction de leur utilité pour le comportement de l'organisme. Et aujourd'hui, en neurosciences, on voit littéralement les synapses se développer ou au contraire s'éteindre et disparaître, les épines dendritiques disparaître en fonction des apprentissages. Alors cette idée a été incorporée dans des réseaux de neurones artificiels qu'on appelle aujourd'hui réseaux profonds parce qu'ils ont de très nombreuses couches, chacune connectée à la précédente par des poids synaptiques, et des algorithmes que sans doute mes collègues détailleront permettent de modifier ces poids synaptiques et de faire apparaître des fonctionnalités dans le réseau. On voit ici par exemple un réseau qui apprend à reconnaître des images, et avec l'apprentissage sont apparues dans ce réseau, dans les différentes couches, des réponses à des propriétés de plus en plus abstraites de l'image, depuis des traits élémentaires, la présence de barres orientées, jusqu'à la reconnaissance de parties de l'objet, voire à l'image tout entière, l'image d'un lieu, l'image d'un visage. Et on voit ici les différents stimuli qui sont appropriés pour faire décharger les unités dans ce réseau de neurones artificiels. Alors, cette idée-là, on peut aussi, dans les réseaux de neurones artificiels, vraiment disséquer en très grand détail comment ça fonctionne et voir, par exemple, comment un neurone qui répond à une voiture, qu'on trouve dans ces réseaux de neurones artificiels, ces réponses proviennent de champs synaptiques issus de la couche précédente. Et dans la couche précédente, on va pouvoir trouver, par exemple, des neurones qui répondent à une portière de voiture ou à la roue de voiture avec une position appropriée qui est pondérée par ces poids synaptiques ici et qui explique que le neurone de la couche successive, suivante, réponde à la voiture tout entière. Cette idée-là colle assez bien avec l'architecture de notre cerveau, au moins dans ses aires visuelles. Le cerveau est un système hiérarchique dans lequel des aires successives extraient progressivement l'information. Et depuis une dizaine d'années environ, ici dans les travaux de Bertrand Thirion à Neurospin, à l'INRIA, on a pu voir qu'il y avait une certaine correspondance entre les couches successives des réseaux de neurones et l'activation des aires cérébrales.
Ici, dans le cerveau humain, vous voyez que dans la première couche, on trouve ces détecteurs orientés qui, dès les travaux de Hubel et Wiesel, ont été découverts dans les aires les plus précoces du traitement de l'information visuelle dans le cortex. Mais quand on va dans les couches plus profondes, on trouve des réponses, par exemple au visage, qui correspondent à ce qu'on trouve effectivement dans les aires plus avancées du cortex inférotemporal du cerveau animal ou humain. Et les réseaux de neurones organisent aussi l'information d'une manière un peu similaire à celle que l'on trouve dans le cerveau. Par exemple, ici, dans les travaux de Doris Tsao, eh bien, vous voyez qu'un réseau de neurones organise les différents types d'images, animées ou inanimées, avec des épines ou pas, de la même manière qu'elles sont organisées dans le cerveau du singe d'un point de vue topographique. Donc les composantes principales de l'activation dans le réseau de neurones correspondent à la topographie des activations dans le cerveau. Nous utilisons au laboratoire ces réseaux de neurones pour capturer certains aspects de la vision humaine et notamment l'apprentissage de la lecture. Une idée qui m'est chère, c'est que lorsque nous apprenons à l'école de nouvelles capacités comme la lecture, nous recyclons des réseaux de neurones qui existent depuis très longtemps et qui avaient une fonction assez proche. Donc ici, nous recyclons un réseau de neurones artificiels qui sert à reconnaître les images, qui est capable de reconnaître 1 millier d'images, ce qu'on appelle la base de données ImageNet, et nous l'entraînons à reconnaître des mots écrits, un peu comme nous apprenons à lire. Et lorsque nous faisons ce travail, nous voyons que se développe dans le réseau de neurones, comme dans le cerveau humain, un petit sous-ensemble de neurones artificiels qui ressemble à l'aire que j'ai appelée la boîte aux lettres du cerveau, l'aire de la forme visuelle des mots, une région qui se dédie entièrement à cette fonction nouvelle de reconnaissance des lettres. Et ce qui est formidable dans ces réseaux de neurones, évidemment, c'est qu'on peut les analyser en très très grand détail, comprendre comment ça fonctionne, et on trouve dans ce réseau de neurones des unités qui répondent à des lettres spécifiques, par exemple la lettre A, mais pas n'importe où, A en début de mot, et on trouve en fait des unités qui sont à la fois sensibles à la lettre et à la position de la lettre dans le mot. Ça nous a fourni une nouvelle hypothèse sur la manière dont le cerveau pourrait traiter les informations sur la lecture. Et lorsqu'on retourne à l'imagerie cérébrale avec cette hypothèse en tête, on peut faire des expériences pour montrer qu'effectivement, dans le cerveau humain, il y a l'air d'avoir le même genre de représentation en lecture que ce qui a été développé dans ce réseau de neurones artificiels. Donc la correspondance est assez bonne pour ce qui est vraiment de la reconnaissance visuelle précoce. Ça prend à peu près 200 millisecondes dans le cerveau humain de reconnaître les lettres qui composent les mots. Qu'en est-il du langage, un niveau plus avancé? Eh bien, je n'en parlerai pas en grand détail, mais simplement pour vous dire que là encore, on peut trouver une correspondance entre le développement d'unités avec apprentissage dans ce qu'on appelle les Large Language Models, dans les grands réseaux pour le langage. Par exemple, ici, le réseau Wave2Vec, c'est assez remarquable parce qu'il commence d'une représentation strictement acoustique de la parole, et sa seule tâche, c'est de prédire ce qui va venir ensuite. Néanmoins, avec cette tâche, dans ce réseau de neurones profonds, vont se développer des représentations de haut niveau du langage. Ce n'est pas seulement le phonème suivant, mais la syllabe suivante, le mot suivant, le syntagme suivant, la phrase suivante qui vont se développer. Des représentations très abstraites se développent, et vous voyez qu'ici, dans les travaux de Jean-Rémy King, on peut les mettre en correspondance, dans une certaine mesure, avec les activations cérébrales. Les aires auditives primaires correspondent aux couches les plus basses du réseau, et les aires de plus haut niveau, latéralisées dans l'hémisphère gauche, y compris la région de Broca, ici, sont associées aux activations de plus haut niveau. Au laboratoire, Christophe Pallier développe le projet Petit Prince, qui consiste à enregistrer systématiquement l'activation cérébrale évoquée par l'ensemble du livre, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, à la fois en IRM fonctionnel et en magnétoencéphalographie, ainsi qu'avec des enregistrements intracrâniens chez des patients, et dans 3 langues, en anglais, en français, en chinois, de manière à pouvoir mieux tester cette correspondance entre les réseaux de neurones et le cerveau humain. On peut prendre un réseau de neurones et essayer d'utiliser ces activations internes dans un grand modèle de régression pour prédire l'activité du cerveau humain. Et comme on vient de le voir dans la diapositive précédente, ça marche pas mal. Pas mal, ça veut dire qu'on arrive à capturer à peu près 50% de la variance des activations cérébrales par les activations de ces réseaux de neurones assez avancés. Donc ça veut dire qu'il en reste quand même encore à capturer de la variance. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que plus les réseaux de neurones progressent, et ils progressent, comme vous le savez, extrêmement rapidement dans ce domaine, eh bien, plus ils ont de paramètres, plus ils ont des performances impressionnantes, meilleur est l'ajustement avec les données d'activation cérébrale.
Et ça, c'est assez remarquable, ça n'est pas évident. Peut-être que pour des raisons d'ingénierie, on aurait pu diverger des solutions qui sont trouvées par le cerveau, mais ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de convergence entre les machines et le cerveau qui fait que plus les performances sont avancées et ne cessent de progresser, plus l'ajustement avec le cerveau est réel, et on arrive de plus en plus à capturer de la variance. Et dans le travail récent ici de Christophe Pallier, on voit que plus les modèles sont avancés, mieux on capture également la latéralisation à l'hémisphère gauche du langage, qui est présente chez 96% des droitiers ici dans cette salle. Donc ça veut dire que le réseau de neurones développe des représentations de haut niveau et probablement syntaxiques. Et c'est un sujet très intéressant parce qu'on ne sait pas comment la syntaxe est codée dans le cerveau humain. Peut-être qu'en analysant ces réseaux de neurones, on va finir par comprendre comment on peut extraire des informations syntaxiques et retourner vers le cerveau avec une hypothèse, un petit peu comme dans le domaine de la lecture, beaucoup plus précise sur le code neural du langage. Donc le réseau de neurones ici est un excellent guide pour les neurosciences humaines. Mais dans la deuxième partie de mon exposé, je voudrais quand même critiquer cette approche des réseaux de neurones et vous rappeler à quel point elle est différente de ce qui se passe réellement dans le cerveau humain. Alors, premier point, contrairement à ce qui se passe en intelligence artificielle, le cerveau humain n'est pas une ardoise vierge, il ne part pas de zéro, pas du tout. Le cerveau humain hérite de millions d'années, de centaines de millions d'années d'évolution, et il est extrêmement structuré dès la naissance. Donc le bébé ne ressemble absolument pas à l'état de base du réseau de neurones qui part de rien et qui doit tout apprendre. Le bébé a déjà un cerveau extrêmement plissé, typique du cerveau humain, avec des régions cérébrales spécialisées, des connexions cérébrales qui sont toutes en place à longue distance, grosso modo, dès la naissance. Il a déjà un circuit spécialisé pour le langage. Ici sont les images qu'on a pu obtenir au laboratoire avec mon épouse Ghislaine. Lorsqu'un bébé de 2 mois entend une langue, entend des phrases, il est déjà en train d'envoyer l'information sur le langage dans des aires spécialisées. Ce n'est pas un réseau isotrope qui va être façonné par l'environnement. Ce n'est pas un modèle instructiviste qu'on doit avoir. Et je m'exprime devant Jean-Pierre Changeux qui a défendu cette idée toute sa vie. C'est un modèle sélectionniste. Le petit enfant est déjà structuré, mais l'environnement va venir sélectionner parmi toutes les propositions de cet état initial, celles qui sont les plus adéquates au monde extérieur. Et donc on trouve des circuits qui sont déjà en train de coder pour les lieux, des circuits qui sont déjà en train de coder pour les objets et les visages. Et peut-être j'ai souvent montré cette vidéo, mais les bébés ont des compétences remarquables, même dans le domaine des mathématiques. Donc par exemple, si vous êtes un bébé et que vous voyez ça, vous voyez 5 objets qui se cachent, 5 autres objets qui se cachent également, et là vous voyez 10, vous êtes content. Si vous aviez vu 5, vous auriez été comme ça. C'est-à-dire que voilà, vous êtes stupéfait, on mesure la stupéfaction du bébé, on mesure le temps qu'il met à regarder, et on voit que lorsqu'on présente 5 plus 5 égale 10, tout va bien. Si on présente 5 plus 5 égale 5, le bébé est très surpris. Voilà. Autre exemple de surprise assez sophistiquée. Vous avez ici des objets qui s'entrechoquent. Vous pouvez remarquer qu'il y en a 3 bleus et un jaune. Ça bouge dans tous les sens. Pas grand-chose qu'on puisse dire autre qu'il y en a 3 bleus et un jaune. Ils se cachent. Et c'est le jaune qui sort. Et là encore, le bébé est surpris, plus surpris que lorsque c'est un bleu qui sort. Pourquoi? Parce que c'était moins probable. Là, c'est plus une question de violation de l'arithmétique, c'est une question de la probabilité. Le bébé calcule les probabilités, il utilise les nombres pour en déduire des probabilités. Donc, ce sont des calculs extrêmement sophistiqués qui, semble-t-il, sont présents dès la naissance, ou pratiquement dès la naissance. On a eu encore la semaine dernière un exposé magnifique de Edward Moser qui nous parlait du sens de l'espace, qui nous montre également que les précurseurs des cellules de grille sont déjà présentes dès la naissance, pas dès la naissance, mais à un jour très précis du développement de la souris, à un moment où elle n'a pas encore commencé à bouger du tout, donc elle n'a pas eu encore la moindre instruction de l'environnement. Donc il faut accepter qu'il y a dans notre cerveau des structures profondes qui sont présentes précocement et qui guident l'apprentissage. Alors, au laboratoire, on étudie le sens de la géométrie. Voilà un autre exemple de sens profond de la géométrie. Si vous regardez cette vidéo un bref instant, vous avez un poisson qui bouge. Est-ce que vous savez où il va aller ensuite? Tout le monde est d'accord, il va aller ici, puis il va aller ici, puis il va aller ici. C'est un apprentissage en même pas un essai, parce que vous n'avez même pas vu un essai complet, n'est-ce pas? Vous avez vu un demi-essai.
Mais le sens de la séquence est très fort chez nous. On a un sens de la structure de la séquence. Et lorsqu'on étudie en détail cette capacité, on s'aperçoit que les enfants, même assez jeunes, d'âge préscolaire, on n'a pas encore été tout à fait chez le bébé, mais là on parle vraiment d'enfants de maternelle, ont déjà cette idée d'une structure géométrique qui fait que là c'est un zigzag. Ce que vous avez vu, c'est un zigzag, ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Et nos recherches montrent que pour rendre compte de ce que fait le cerveau humain dans ces circonstances, il faut un langage. Il faut une sorte de langage de l'esprit qui est amené immédiatement à ce type de situation complètement nouvelle. Et je défends l'idée que l'espèce humaine dispose de nombreux langages de ce type, que dans la préhistoire, on peut voir d'ores et déjà des traces très anciennes d'ailleurs, parmi les plus anciennes de l'humanité, qui sont des traces d'un langage de la géométrie. Vous avez par exemple cet artefact ici, qui est un morceau d'ocre, qui a une sorte de diagramme géométrique formé de lignes parallèles qui s'intersectent pour former des triangles équilatéraux, hein, et qui date entre 70 000 et 100 000 ans. C'est la culture de Blombos en Afrique du Sud. Et il y a plusieurs artefacts de ce type qui suggèrent que c'était vraiment une forme d'art peut-être ou de décoration sur ces morceaux d'ocre. Donc il faut postuler dans l'espèce humaine un sens particulier de la géométrie. On peut le mettre en évidence par des tests extraordinairement simples. Par exemple ici, chercher l'intrus. C'est un test qu'on a réellement utilisé au laboratoire. Je pense que vous avez tout de suite repéré l'intrus. Où est l'intrus? Je pense que vous le repérez aussi, c'est vite, c'est une forme différente ici. Où est l'intrus? C'est beaucoup plus difficile, c'est toujours lui. Et le coin a toujours bougé de la même quantité, mais vous faites l'expérience de ce qu'on a découvert au laboratoire, c'est qu'il y a un effet de régularité géométrique extrêmement fort. C'est-à-dire que les humains sont très aidés par le fait qu'ici, le carré a des régularités géométriques, ici, le parallélogramme a encore pas mal de régularités géométriques, et ce qu'on a découvert, à travers de nombreuses expériences, c'est que plus la forme est régulière, plus elle s'approche d'un carré ou d'un rectangle, plus c'est facile de détecter des déviants parmi les formes géométriques, alors que si la forme est aléatoire, qu'elle n'a pas de propriété particulière, pas d'angle droit, pas de parallèle, pas de côtés égaux, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de détecter un intrus, toute chose égale par ailleurs. On déplace le coin de la même quantité. C'est une tâche tellement simple qu'on peut se dire ça n'a rien à voir avec la cognition de haut niveau, avec les mathématiques. Sauf que lorsqu'on teste des primates non humains, on a eu la chance de pouvoir tester des babouins dans des conditions similaires, avec un écran tactile, en collaboration avec Joël Fagot dans le sud de la France, eh bien, vous voyez que les babouins sont totalement insensibles à ces régularités géométriques. Les relations géométriques au sein d'un objet comme un carré ne les intéressent pas. Et de fait, si vous regardez les dessins et la géométrie en général, les autres espèces animales ne s'intéressent pas aux régularités géométriques. Elles ne produisent pas des dessins géométriques. Alors nous pensons qu'il y a là quelque chose de très particulier au cerveau humain, qui est la capacité de détecter des régularités, un peu comme un scientifique, de projeter sur le monde extérieur des régularités numériques, géométriques, et de les assembler dans un langage de l'esprit. La différence entre babouins et humains est bien mise en évidence ici. Vous voyez que tous les babouins se ressemblent. La performance de tous les babouins ici se ressemble. Donc ils ne font pas n'importe quoi. Alors on s'est demandé qu'est-ce que faisaient les babouins. Eh bien, on peut modéliser le comportement des babouins par un réseau de neurones simple à convolution qui reconnaît les images et à qui on soumet ces images de carrés, de rectangles, etc. Tous les babouins sont bien modélisés par ce réseau de neurones à qui on demande quelle est la forme qui est la plus différente, quel est le vecteur neuronal qui est le plus différent des autres. Et vous voyez que ce modèle de réseau de neurones ne rend pas bien compte des performances humaines qui sont ici à gauche, différents groupes d'humains, des humains français ici, on a été testé des Imba qui n'ont pas accès à l'éducation formelle en Namibie, on a aussi testé des jeunes enfants. Et vous voyez que tous les humains ont besoin d'un modèle différent, qui est un modèle symbolique, dans lequel les informations sont discrétisées, et c'est en tout ou rien. Il y a un angle droit où il n'y en a pas, il y a des parallèles où il n'y en a pas, il y a des côtés égaux où il n'y en a pas, etc. Et lorsqu'on compte ces propriétés géométriques, on arrive à rendre compte de la détection d'intrus chez les êtres humains. Donc ce sont deux modèles très différents l'un de l'autre qui expliquent les performances des animaux et les performances des humains. Le modèle de réseau de neurones à convolution, ici, finalement, montre un peu ses limites parce qu'il n'est pas capable de rendre compte même de la perception d'un carré. C'est quand même très provocateur, à l'époque où on a fait ce travail, c'était il y a quelques années, de dire un réseau de neurones à convolution classique ne rend pas compte de la perception d'une forme aussi simple qu'un carré. Il faut faire appel à quelque chose d'autre. Et on a poursuivi ce travail avec Mathias Sablé-Meyer,
Il a obtenu des matrices de similarité, de jugement de similarité humain. Je passe sur les détails méthodologiques, mais pour l'ensemble de toutes ces formes géométriques, carré, rectangle, parallélogramme, etc., répliquer le fait que cette matrice est bien modélisée par un modèle symbolique et peu modélisée par un modèle de réseau à convolution, c'est pas qu'on n'a pas la même capacité perceptive que les babouins, on a les deux, mais on s'appuie sur les propriétés symboliques beaucoup plus dans l'espèce humaine. Et ensuite, grâce à l'IRM, on a pu montrer que si le réseau à convolution ici rendait compte de l'activité visuelle précoce, il fallait un modèle de trait géométrique symbolique pour rendre compte d'une activité plus distribuée qui passe par la voie pariétale et par le cortex frontal ici, et qui donc demande de faire appel à des propriétés symboliques des formes. On a fait le même travail aussi en magnétoencéphalographie, et là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on retrouve d'abord l'idée que les signaux de détection des intrus sont proportionnels à la régularité géométrique. Donc on détecte des signaux de réponse cérébrale très forts aux intrus parmi des carrés, mais beaucoup moins forts parmi des rectangles, parmi des losanges, etc., jusqu'à des formes complètement irrégulières. Donc le cerveau, très automatiquement, extrait ces propriétés géométriques des formes et s'en sert, notre cerveau, pour détecter des intrus. Et puis, le plus intéressant avec la magnétoencéphalographie, c'est qu'on peut séparer les phénomènes dans le temps, ce que ne permet pas l'IRM. Donc ici, vous avez le temps par rapport à l'arrivée d'un stimulus comme un carré sur l'écran. La première partie de cette activation, on peut l'expliquer par un réseau de neurones à convolution, mais la deuxième partie, il faut un modèle symbolique pour l'expliquer. Et donc après 200 millisecondes, le réseau de neurones à convolution ne rend plus bien compte de ce qui se passe, et cette activation tardive, elle se situe dans les régions pariétales et frontales qui sont associées à des traitements symboliques et mathématiques. Alors tout ceci est bel et bon, mais alors il y a une règle, je voudrais proposer une loi de l'intelligence artificielle, c'est à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, ce qu'on dit est faux la semaine suivante. Voilà. Et c'est vrai, pour notre recherche, quelques semaines ensuite, nos propres travaux ont permis de montrer qu'en fait des réseaux de neurones plus avancés, qui ne cessent de paraître, peuvent capturer cette perception des quadrilatères et des régularités géométriques. Donc vous avez aussi sur ce diagramme chaque cercle représente un modèle qui a été proposé dans la littérature et dont on a eu à notre disposition. Donc, vous voyez ici qu'on a mis les différents modèles en fonction de la taille de l'ensemble d'entraînement, qui est le paramètre déterminant ici pour ce diagramme. Et en vertical, on a l'appariement avec les êtres humains, à quel point le modèle reproduit la performance humaine. Alors, les humains, les données sont de très bonne qualité. Donc, les données ont ce plafond de bruit qui est très très élevé ici. Notre modèle symbolique arrivait à prédire ce niveau de performance. Vous voyez que les anciens réseaux de neurones petits n'arrivaient pas à reproduire ce niveau, mais avec des réseaux de neurones plus grands, mieux entraînés, on voit maintenant apparaître une compétence dans le réseau de neurones qui est similaire à celle des êtres humains. Donc avec beaucoup d'entraînement, contrairement aux êtres humains, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement, mais avec beaucoup d'entraînement, avec des ensembles d'entraînement dont on ne connaît pas très bien la nature d'ailleurs, avec sans doute beaucoup d'artefacts humains, des enveloppes, des rectangles, des pages de géométrie d'ailleurs, littéralement. Ces réseaux sont entraînés avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans la littérature, dans Internet. Eh bien, on arrive à reproduire dans ce test les performances humaines. Alors, on a commencé à regarder un petit peu plus systématiquement. Nous avons d'autres tests de géométrie au laboratoire. En voici un dans lequel il faut mémoriser des formes géométriques plus générales, par exemple une spirale, ici, et ensuite choisir l'image correspondante parmi 6 images. Et là encore, vous voyez que les performances s'améliorent avec la taille de l'ensemble d'entraînement. C'est le facteur déterminant. L'architecture joue un rôle un petit peu. Donc il y a des modèles de transformers qui ont une architecture qui est un peu plus favorable pour l'apparition de propriétés géométriques. Et on arrive à peu près au niveau du modèle symbolique, encore très loin de ce que sont réellement les performances humaines. Et là, il y a un point intéressant, c'est que même avec le meilleur modèle de réseau de neurones, on gagne encore pour modéliser les performances humaines en rajoutant le modèle symbolique. Autrement dit, il y a quand même quelque chose de particulier à la représentation symbolique qui n'est pas encore bien capturé dans ces réseaux de neurones actuels. Et puis, on peut aller encore plus loin. Les humains sont caractérisés par une propriété que je trouve personnellement très remarquable et pas assez étudiée, c'est la capacité de dessiner. Très tôt, vous avez des enfants qui produisent ce type de dessin. Voilà.
Alors on peut rire et dire c'est pas du tout à quoi ressemble l'animal en question. Voilà un autre exemple d'un poussin et qui évidemment c'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près, c'est quand même un niveau d'abstraction absolument extraordinaire. Les enfants sont capables d'aller au cœur de ce qui fait un poussin, ou ce qui fait un canard. 2 pattes, avec des pieds palmés, un bec, etc. Ils ont trouvé quelques formes géométriques pour représenter ce qu'ils considèrent comme le plus important de l'objet, quelque part. Donc je ne pense pas qu'il faille se moquer des dessins d'enfants, au contraire, ça révèle une espèce de puissance d'abstraction épatante. Et on s'est demandé, est-ce que les réseaux de neurones actuels sont capables de faire ce genre de choses? Et la réponse est pas tellement, pas tellement. Donc on a créé des stimuli, vous voyez, donc, avec une forme d'abstraction géométrique très forte. Vous reconnaissez immédiatement, je pense, une clé, ou un bonhomme, ou des cerises. Vous voyez en tout cas le lien entre ces images. Et on a demandé au réseau de neurones, quand on présente ce type d'image, est-ce que tu peux répliquer les performances humaines? Est-ce que tu reconnais l'objet correspondant? Les humains trouvent systématiquement le bon objet. Les réseaux de neurones s'améliorent, certes, avec l'ensemble d'entraînement, mais ne sont pas encore capables de reconnaître l'abstraction géométrique au même niveau que le fait un enfant de 3 ans. Donc il y a à la fois cette performance absolue, qui n'est pas suffisante, et puis il y a le fait que chez nous, ça vient extrêmement précocement, avec très très peu d'apprentissage. On n'a pas besoin de la même taille d'un ensemble d'entraînement pour atteindre les performances qui sont les nôtres. Alors tout ceci colle assez bien avec l'idée que dans le cerveau humain, il y a plusieurs langages, pas seulement un langage pour la communication, la langue française ou la langue anglaise, mais des langues beaucoup plus abstraites et notamment une langue mathématique. Nous avons trouvé au fil des années, avec Marie Amalric en particulier, que lorsque vous traitez des mathématiques, ici c'est chez des mathématiciens, ensuite on va vers simplement des étudiants, lorsque vous écoutez une simple phrase mathématique, vous avez des activations dans ce réseau en bleu ici, systématiquement, qui ne sont pas les mêmes que les activations pour le traitement de la sémantique du langage qui sont ici en vert. Il y a vraiment 2 réseaux très différents l'un de l'autre, un qui traite les phrases, la syntaxe des phrases et le sens des mots traditionnels, puis un deuxième réseau qui est en bleu qui intervient lorsqu'on traite des objets mathématiques, y compris des objets géométriques, mais aussi les plus simples d'entre eux. Par exemple, il suffit d'écouter une phrase, il suffit d'écouter à vrai dire 2 plus 2 égale 4, ou 2 plus 2 égale 5, et vous me dire que c'est faux, ça suffit pour activer ce réseau en bleu ici. Et ici, on l'a activé aussi par des propriétés simples, par exemple un carré à 4 côtés, vrai ou faux, un hexagone en a 5, vrai ou faux, ça suffit à activer ce réseau mathématique. Alors ce qui est intéressant, c'est que les réseaux de neurones actuels ne sont pas entraînés à réaliser ces performances mathématiques. Et lorsqu'on regarde donc quelles sont les régions du cerveau qui sont bien ajustées par les modèles de langage actuels, on trouve des performances remarquables. Par exemple, ici, toujours dans le travail de Jean-Remy Kim avec Charlotte Costeux et Alexandre Grandfort, et toutes ces régions qui sont bien ajustées par des modèles de langage. Mais c'est assez intéressant de voir que notre réseau mathématique n'est pas très bien ajusté. Et je pense qu'il va falloir un autre type de réseau de neurones, un autre type de traitement plus symbolique pour arriver à rendre compte de ces performances mathématiques. Un système capable de détecter des régularités, des structures, des symétries, des répétitions, telles que nous le faisons dans notre sens de la géométrie, des nombres et des mathématiques. Alors, je vous présente cette diapositive un petit peu complexe, mais pour résumer cette idée, il y a dans le cerveau humain beaucoup de langages différents. Il y a un langage musical, il y a un langage mathématique, un langage numérique, un langage géométrique. Et peut-être qu'il y a une grande séparation entre des systèmes linguistiques qui s'intéressent aux arbres et qui évitent la répétition, et des systèmes plutôt mathématiques, musico-mathématiques, qui s'intéressent aux séquences spatiales, aux séquences numériques, aux séquences musicales, et qui font intervenir une partie plus dorsale du cerveau humain, qui s'intéresse aux symétries. Tous ces langages font appel à la récursion. La récursion est peut-être une propriété particulière de l'espèce humaine, mais ensuite, tous la développent dans des directions légèrement différentes en s'intéressant à des régularités différentes du monde extérieur. Et je pense qu'il y a là une caractéristique très particulière de l'espèce humaine qui n'est pas présente chez d'autres primates, ou en tout cas beaucoup moins présente. Il y a peut-être des précurseurs, mais pas du tout cette capacité générale de langage. Et cette capacité-là, elle n'est pas très bien modélisée actuellement par les réseaux de neurones, et surtout la capacité mathématique. Alors je voudrais terminer par quelques exemples d'échecs dramatiques des réseaux de neurones actuels pour vous rassurer un petit peu. Par exemple, et j'en ai plein, mais bon, je vous en donnerai juste quelques-uns. ChatGPT 4, est-ce que tu peux me dessiner un cercle et 3 droites tangentes?
Typiquement, là, vous voyez, on donne des phrases à ces réseaux de neurones, et la question c'est est-ce qu'il est capable de voir la géométrie sous-jacente. Alors je pense que vous seriez capable de dessiner un cercle avec 3 droites tangentes. Voilà la réponse de ChatGPT-4, qui est très satisfait de lui-même. Il y a toujours une autosatisfaction qui est remarquable. Donc voilà les 3 droites tangentes. Alors je me plains un petit peu. Je me dis, est-ce que tu peux réessayer? Les 3 droites doivent vraiment être tangentes au cercle. Et oui, bien sûr, voilà la solution. Alors presque tout est faux. Certes, il y a 2 droites tangentes, mais il n'y en a que 2. Il n'y en a pas 3, mais il est persuadé qu'il en a mis 3. Hein. Et puis les droites n'ont pas le bon angle, il prétend qu'elles sont à 60 et moins 60 degrés par rapport à l'horizontale, ça n'est pas vrai. Voilà. Et tout ceci alors que le réseau est capable de programmer, et c'est très intéressant, il est capable de générer un programme qui trace un dessin comme celui-ci. Donc c'est une performance remarquable, il faut quand même le dire, mais ça n'est pas une performance qui voit le problème. Il n'y a pas cette vision mathématique que nous possédons tous dès le plus jeune âge. Alors, tout ceci serait très anecdotique s'il n'y avait pas des articles, y compris très récents, il y en a 2 ici, 2025, dans l'Archive, qui montrent l'étendue du problème. Dès qu'il y a des problèmes de comparaison d'angles, détection des perpendiculaires, comparaison des longueurs, compréhension d'un graphique, même ChatGPT 4.0 ici, ou d'autres modèles, échouent la plupart du temps dans ce type de questionnement qu'on peut dire logico-mathématique ou spatial-mathématique. Voici un autre exemple de problème. Ici, ils ont testé chez ChatGPT 5, donc l'un des plus récents. Hein. Quelle est la représentation de cet objet s'il est vu d'en haut? Voilà. Vous avez la réponse? C'est pas trop difficile. Hein. Et il y en a qu'on peut éliminer très facilement quand même. Et puis bon, en fait, c'est B, d'accord? Bon, eh bien, malheureusement, ChatGPT 5 n'est pas capable de répondre à ce type de questions. Et en fait, ils ont testé très systématiquement toutes sortes de relations d'intelligence qu'on peut appeler spatiales ici, relations métriques, reconstruction d'un objet mental à partir de ses projections, détermination des relations spatiales, prise de perspective, déformation, assemblage, raisonnement à travers une séquence spatiale. Et vous voyez que dans tous ces domaines, enfin, c'est difficile de lire cette table, mais même les performances de ChatGPT 5 le plus avancées ne sont pas bonnes. Donc il y a un vrai problème avec l'intelligence spatiale. Et je vais terminer par un exemple qui est particulièrement frappant, c'est la compréhension des illusions visuelles, qui est due à Tomer Ullmann, qui a publié récemment là-dessus. Alors, vous connaissez cette illusion visuelle, c'est l'illusion de Müller-Lyer, et c'est très impressionnant de voir ChatGPT, ou d'ailleurs plein de modèles de langage, Claude 3 ici, dire « Ah oui, c'est une illusion d'optique bien connue, c'est l'illusion de Müller-Lyer. Les lignes bleues et rouges ont l'air d'être de longueurs différentes, mais en fait, elles sont de la même longueur. » Quand on voit ça, on est impressionné par l'intelligence de cette machine. Mais maintenant, regardez cet exemple-ci. Quelle est la ligne la plus longue? C'est l'illusion de Müller-Lyer. La ligne, elles ont l'air d'être différentes, mais en fait, les longueurs sont les mêmes. Alors, ça, c'est la réponse que vous obtenez de l'IA aujourd'hui. Et ça, est-ce que c'est la tête d'un canard ou c'est la tête d'un lapin? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben non, c'est une illusion. En fait, c'est tout à fait la tête d'un canard et d'un lapin en même temps. Voilà. Dès qu'il y a une illusion... Alors, notre ami Tomer Ullmann appelle ça l'illusion de l'illusion. Le réseau a l'illusion qu'il y a une illusion même quand il n'y en a pas. Ben, je trouve que c'est un exemple très frappant parce que ça montre bien que nous projetons beaucoup sur ces intelligences artificielles. Mais ces exemples montrent que l'intelligence artificielle n'a pas vu de quoi il s'agit. Elle a parlé. Elle a un langage parfait pour parler de ces choses-là, trop parfait même, mais elle ne voit pas ce dont elle parle. Et là, elle échoue lamentablement sur la vision la plus élémentaire de ce qu'il y a sur l'image. Alors on peut dire que c'est un piège, c'est vrai, c'est en partie un piège. Peut-être que l'intelligence artificielle peut apprendre à mieux contrôler ses compétences. Néanmoins, c'est un piège dans lequel elle ne devrait pas tomber. Donc j'en viens à ma conclusion, et j'en ai parlé dans quelques livres. Les réseaux de neurones artificiels sont quand même excellents à comprendre comment des changements synaptiques peuvent conduire à un apprentissage sophistiqué. Ils peuvent modéliser les toutes premières étapes de la vision, y compris la lecture. Ils peuvent modéliser certains aspects du traitement du langage, et c'est très excitant pour nous d'avoir enfin des modèles de la syntaxe et de la sémantique au niveau neuronal, que l'on pourra tester. Mais notre cerveau conserve la dragée haute pour ce qui est d'apprendre à partir d'un tout petit nombre d'exemples, parce qu'il a des structures précoces, présentes chez le bébé. Il est capable de découvrir des expressions compactes, symboliques, des connaissances, en particulier en physique et en mathématiques, et c'est comme ça que nous faisons de la science. Et j'en ai peut-être pas assez parlé, mais sous une forme explicite.
L'information chez nous est rendue explicite, ce qui fait qu'on peut en parler à d'autres, on peut la partager à d'autres, comme je le fais aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on peut s'éduquer mutuellement, ce qui n'est pas encore le cas des intelligences artificielles actuelles, qui conservent l'information sous une forme cryptique et cachée. Et donc nous apprenons des autres et à partir des autres. Et puis, il faudrait quand même le dire, en ces temps de crise énergétique, tout ceci est fait actuellement avec 20 watts. Voilà. Merci de votre attention.